Madame, Monsieur, bonjour. Donc merci d'être là. Je poursuis les remerciements. Merci à vous d'avoir répondu donc à cette invitation pour toiletter une vieille question, celle du financement du terrorisme, que nous avons prolongé d'un constat nécessaire, celui des nouveaux enjeux. Alors depuis qu'elle se pose de manière récurrente, la question a bougé et s'est reconfigurée, on le verra. Peut-être même a-t-elle disparu, du moins dans cette formulation classique. Étudiant de Michel Foucault, je me souviens de son insistance répétée à nous dire « D'où parlez-vous lorsque vous abordez une problématique qui, la plupart du temps, a toujours déjà commencé ?» Et là, en la matière, c'est bien le cas. En l'occurrence, nous sommes quelques-uns dans cette salle à avoir essayé de comprendre ce qui s'est joué en Algérie entre 1988 et 1998, la décennie sanglante qui a fait quelques 200 000 morts. Et on ne répétera jamais assez que cette guerre civile algérienne a été le laboratoire de l'islam radicalisé, ou du moins des factions qui, à l'époque, s'en sont revendiquées. Laboratoire en termes de discours, de mode opérationnel et moyens de financement. À l'époque, au début des années 90, avec mon équipe de la télévision suisse romande, on voyait des petites mallettes d'argent liquide quitter Genève et Lugano, en Suisse italienne, à destination des maquis algériens des GIA. Et donc on a décidé d'en suivre quelques-unes pour déjà différencier à cette époque 3 niveaux. Un financement par le haut, partant de certaines banques, à la fois arabes et occidentales, de sociétés fiduciaires, comme on dit en Suisse, sociétés de placement de fonds et d'ONG, ayant pignon sur rue. Un financement par le bas, émanant de collectes effectuées dans certains lieux de culte et organisations dites culturelles ou caritatives, derrière lesquelles on retombait la plupart du temps et invariablement sur la confrérie des frères musulmans et son tissu associatif très diversifié en Europe. Un troisième mode de financement impliquait déjà l'interface petite-moyenne délinquance et violence armée. Et donc, à la suite, et dans ce contexte algérien de la décennie sanglante, à la suite de l'attentat de Luxor en novembre 1997, je rappelle, une soixantaine de touristes occidentaux, dont 35 ressortissants suisses, justement, sont assassinés sur les marches du temple d'Hatchepsout dans la vallée des Rois. Eh bien, l'enquête concernant cet attentat en particulier finira par aboutir à mettre à jour l'implication d'une société financière du nom de Al-Taqwa, la piété, devanture de l'une des banques des frères musulmans installés à Lugano, et un assaut dans les Bahamas. Et lorsqu'à l'époque, on demandait à Mme Carla Del Ponte, qui était à ce moment-là procureure générale de la Confédération helvétique, si elle allait ouvrir des instructions contre cette société, elle nous répondait un peu gênée, et hors caméra bien sûr, « Mais vous êtes fous, mon boulot, ce n'est pas de détruire la place bancaire helvétique, parce que si je fais cela, des milliards de dollars quitteront immédiatement Lugano, Genève et Zurich dans l'heure qui suit. » Quelque temps après, interviewons feu Georges Cardouche, paix à son âme, il est décédé il y a quelques années, qui était le président de l'Association des banquiers arabes de Londres. Celui-ci nous disait « Si vous voulez comprendre quelque chose à l'organisation, à la structuration des organisations armées de l'islam radical, eh bien suivez l'argent. Mais méfiez-vous, parce que l'argent c'est comme l'eau, ça coule ou ça peut, disait-il, et souvent ça se perd dans les sables. » Du début des années 90 jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, on a vu monter en puissance une menace terroriste émanant de l'islam radical sunnite, officiellement attribuée à la mouvance Oussama Ben Laden à partir de 1998. Et d'ores et déjà, on pouvait tirer quelques conclusions qui sont toujours plus ou moins pertinentes et qui vont accompagner nos débats de cet après-midi. Le financement du terrorisme à proprement parler, c'est-à-dire le financement de la phase opérationnelle du passage à l'acte, en fait, n'est pas vraiment la question, puisque si on prend les attentats du 11 septembre 2001, eh bien, ils ont coûté moins de 500 000 $, ce qui n'est pas grand-chose. Celui de Luxor
le prix de quelques Kalachnikov et d'une vieille camionnette. Les budgets des attentats plus récents survenus en France, en Grande-Bretagne, en Suède ou en Allemagne sont eux aussi parfaitement dérisoires. Donc de fait, la question du financement du terrorisme elle-même se recompose en deux corollaires. Le financement en amont, on va dire, et le financement en aval. Alors avec le financement en amont, on touche à des sommes autrement plus conséquentes que celles du passage à l'acte, parce qu'elles concernent le recrutement, l'endoctrinement, la formation des activistes avant le passage à l'acte. Par conséquent, on entre ici plus précisément dans le financement de la production d'idéologies radicales, d'un enseignement à partir d'écoles, d'instances de formation, de production de discours écrits, sonores, mis en images et numériques, de diffusion et de distribution. Avec le financement en aval, nous touchons, si j'ose dire, au service après-vente. Après le passage à l'acte, à la prise en charge des familles et des proches dans le cas d'attentats suicides, d'opérations de chirurgie plastique et esthétique effectuées au Brésil, au Liban, lorsque les survivants doivent changer de visage, d'identité et d'adresse. Et là, on touche aussi à une économie générale de recyclage qui nécessite des moyens importants. À partir des années 2010, 2012, 2013, 2014, avec l'émergence de Daesh, organisation État islamique, la question se modifie quelque peu, puisque là, on est confronté à une entité terroriste qui dispose d'un support territorial. C'est-à-dire qu'aux rationalités de financement par le haut et par le bas, en amont et en aval, s'ajoute un financement endogène, territorialisé, qui recourt au trafic de pétrole brut, comme on l'a vu, par le Kurdistan irakien, voire par la Turquie, retour par le port d'Haïfa en Israël, le pétrole brut, le coton et le commerce illicite d'antiquités, des pillages de musées et de tombes et autres sites archéologiques, notamment Palmyre. S'ajoute à la marge l'impôt islamique circonstancié que Daesh prélevait sur des populations déjà passablement insolvables, sinon exsangues. Ces différents rappels m'amenaient à écrire, dans un petit livre qui date de l'année dernière, pardon de me citer, Le terrorisme, face cachée de la mondialisation. Donc, après une trentaine d'années d'enquête de recherche, de recherche sur les financements, d'enquête de terrain et d'historique, si j'ose dire, de la question, eh bien, cette enquête m'a amené à dire que le terrorisme et ses financements s'étaient quelque peu banalisés, normalisés, allant jusqu'à disparaître dans les rouages normaux et normatifs de la mondialisation économique, commerciale et financière. Donc dans cette perspective, le terrorisme et ses financements doivent plus être analysés comme des pathologies, des moments extraordinaires de crise, de surchauffe ou de fièvre passagère, mais bien certainement comme de nouvelles logiques normales et normatives. Avant de conclure, arrêtons-nous 2 secondes sur les dernières révélations des Panama Papers ou Paradise Papers, avec à la clé un scoop absolument mondial. L'argent du crime organisé, du terrorisme, transite par des places offshore et des paradis fiscaux. Alors ça, c'est une grande découverte. Après, il faut voir ce qu'on en fait, évidemment. Extraordinaire révélation, mais lorsque vous osez rappeler que la majorité de celles-ci se trouve sous pavillon britannique ou américain, vous passez pour le dernier des mal-pensants. En fait, il se peut que notre modeste colloque repose sur une vraie fausse question ou sur une fausse vraie question. En définitive, je dirais, pour prendre une référence plus philosophique, le financement du terrorisme, c'est comme l'esprit de Hegel. À la fin de son introduction de la phénoménologie de l'esprit, le philosophe d'Iéna écrit que l'esprit qu'il est une essence disparaissante, c'est-à-dire une substance qui se dilue et finit par disparaître, absorbée par la vie quotidienne des hommes, enfin libérés des obligations de la subsistance et de la reproduction. Des maquis algériens aux attentats de Paris, de Londres et d'ailleurs, des versements de Lafarge à des groupes armés, à l'exonération fiscale des opérations immobilières des princes du Qatar, le financement du terrorisme est certainement devenu l'essence disparaissante de notre modernité mondialisée. Une ultime précision, avant de laisser la parole à nos amis. En août dernier, devant la conférence des ambassadeurs, le président de la République a annoncé la tenue à Paris d'une conférence internationale consacrée justement au financement du terrorisme. Cette conférence devrait réunir une 50aine de pays en avril prochain. Notre modeste réunion était déjà programmée bien avant cette annonce, donc
si nos échanges peuvent servir à quelque chose, comme on dit en bon français, my country first. Voilà, merci de votre attention et bon après-midi. Et j'en reviens une fois de plus à ce qu'a dit Richard tout à l'heure, l'action terroriste violente en elle-même, elle coûte pas cher et elle met en œuvre des modèles de financement si modestes qui sont quasi indétectables dans le bruit de fond des mouvements monétaires courants. En revanche, et j'en reviens, je radote aussi, ce qui coûte cher dans la violence politique à grande échelle, contrairement à la violence criminelle crapuleuse, c'est la mise en condition des exécutants pour passer à une violence dont ils ne seront pas, en général, directement bénéficiaires, surtout s'il s'agit d'actions kamikazes. Bon, on ne trouve pas un volontaire au pied de chaque cheval et à chaque coin de rue pour aller se faire sauter. Ça relève d'une mise en condition qui demande là des moyens importants et du temps. Le financement d'agents d'influence, de locaux de mise en condition sectaires, de réseaux, de médias de propagande. Et quand on voit quels médias de propagande sont mis en œuvre, on voit bien que ça coûte cher, même si on peut s'interroger sur leur origine exacte, parce que je vois mal Daesh faire ses films de propagande au milieu du désert avec 2 heures d'électricité par jour. Bien. Ça demande la prise en charge des exécutants de la violence de leur famille. Ça demande une assistance technique militaire pour les mouvements violents les plus structurés. Et dans ce domaine, on sait à peu près parfaitement depuis près de 30 ans d'où viennent les financements, même si tout le monde fait semblant de tomber de sa chaise quand l'Arabie saoudite accuse aujourd'hui le Qatar de soutenir et financer la violence salafiste. Bon, c'est un exercice qui tient d'ailleurs du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire, hein, dans cette affaire. Parce que depuis 2003, par exemple, le département américain du Trésor publie chaque année au mois de novembre une liste de personnes ou d'organisations contribuant de manière significative au financement direct ou indirect de la violence salafiste. On y trouve une majorité de personnalités ou d'organisations pseudo-caritatives de la péninsule arabique, et en particulier d'Arabie, telles que Islamic Relief, la Ligue islamique mondiale, l'Organisation mondiale de la jeunesse musulmane, le Conseil mondial des mosquées, etc., etc. On aura quand même noté au niveau de la presse le silence religieux, si je puis dire, des politiques et des médias occidentaux autour de cette publication annuelle. Et on ne peut pas soupçonner, puisque c'est en œuvre depuis 2003, on ne peut pas soupçonner l'administration Bush à l'époque d'avoir voulu pointer un doigt très accusateur sur l'Arabie saoudite. N'empêche, techniquement, c'est comme ça. Alors, comme l'a noté à juste titre le chercheur François Burgat il n'y a pas longtemps au cours d'une audition parlementaire, l'Arabie saoudite, elle ne soutient pas le djihadisme par affinité idéologique ou par volonté missionnaire. Elle le fait par pragmatisme. Elle soutient quiconque dans le monde arabe et musulman, y compris dans les communautés émigrées, peut mettre la famille à l'abri du regard critique de l'Occident, à l'abri de la concurrence impériale de l'Iran, à l'abri de la contestation, en particulier de la contestation démocratique ou sociale, et elle encourage partout et toujours quiconque est susceptible de relayer la doxa théocratique, sectaire, réactionnaire, sur laquelle elle a construit sa légitimité contestable. Il ne manque évidemment pas de candidats pour essayer de profiter de la rente que ça génère, que cette stratégie génère, parce que, faute de moyens culturels et humains, l'Arabie est bien contrainte de la mettre en œuvre par une tactique du chéquier, telle que stratégie qui a été parfaitement décrite récemment par Pierre Conessa dans ce remarquable bouquin qui s'appelle Dr Saoud et Mr Djihad, et telle qu'elle avait été parfaitement annoncée dès 1998 dans les dollars de la terreur du monsieur qui est en face de moi, là, avec ses belles lunettes, qui ne sont pas bleues, tiens. Alors, d'un point de vue technique, la lutte contre ce genre de financement, elle n'a jamais été mise en œuvre parce qu'elle se heurte à un double obstacle à la fois juridique et politique dont les sponsors de la violence salafiste profitent largement. D'abord, en raison du caractère dual de ce type de financement. Dans des pays libres et démocratiques, il paraît difficile de criminaliser le fait de financer un lieu de culte, de financer des ministres du culte, de financer un club culturel ou sportif. Je rappelle qu'en Algérie, le principal creuset qui a servi à fabriquer les volontaires du fils ou autres, c'était des clubs de football financés par nos amis saoudiens. On peut guère non plus criminaliser le financement de littérature ou de sites internet un peu engagés, tels qu'on peut les voir fleurir sur le web. Et puis en plus, le droit anglo-saxon va même plus loin en matière d'incrimination, puisqu'il exige la double preuve que des fonds ont été transférés à une structure violente
Bon, ça, en général, si on travaille un peu bien dans le renseignement, on y arrive, mais elle exige également, sur le même plan, de prouver que le donateur avait la connaissance et l'intention que les fonds qu'il a versés servent à une action violente. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à démontrer sur le plan juridique. Alors, je sais que c'est un héritage des affrontements en Irlande du Nord, où on ne pouvait pas incriminer côté protestants comme côté catholique, les gens qui étaient rançonnés par leur propre camp pour donner de l'argent soit à l'IRA, soit aux extrémistes protestants, et puis on ne pouvait pas les accuser de financement du terrorisme alors qu'ils étaient rackettés. Mais ça pose un problème parce que on en est arrivé au Londonistan, comme on l'a appelé, aux difficultés qu'on a pu avoir, nous, dans la relation avec les services britanniques, au fait qu'il nous a fallu plus d'une dizaine d'années pour obtenir l'extradition du financier des GIA, et que toute la mouvance islamiste et tous les sponsors et les financiers de l'islamisme ont bien compris qu'il fallait avoir son siège social à Londres pour pas être embêté. Enfin se pose le problème de la volonté politique de tarir ce genre de financement. Et là, on est loin du compte entre une administration américaine qui ne retient comme soutien du terrorisme dans la région que l'Iran, ou bien des autorités françaises qui en sont réduites à incriminer deux sous-fifres du cimentier Lafarge en matière de financement du terrorisme. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat de Lafarge ici. Je suis bien placé pour savoir qu'ils n'ont pas toujours eu des méthodes blanc-bleu en matière de concurrentielle. Bon, cela étant, en ce qui concerne cette affaire en Syrie, Lafarge s'est trouvé, comme un certain nombre de gens à Chicago dans les années 30, objet d'un racket, et ben il a payé. Il a payé et se pose ensuite, pour pouvoir continuer à travailler, ils ont payé. D'accord. Mais si on met Lafarge sur la sellette, il va falloir se poser beaucoup d'autres problèmes, et en particulier... je pense qu'un certain nombre de dirigeants français ont payé des rançons pour récupérer des otages. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est pas vrai, j'ai porté les sacs. Hein. Bien. Alors, ont-ils financé le terrorisme? Il va falloir faire un gros travail d'introspection. Voilà. Alors, de fait, le lien entre le djihadisme et le wahhabisme, il est avéré depuis plus de 2 siècles, depuis l'expédition Bonaparte, où déjà la famille Saoud avait commencé à instrumenter des djihadistes pour protéger sa progression vers les lieux saints, et puis elle a remis ça en 1920, et puis on peut considérer que la création d'Al-Qaïda face à l'Union soviétique, puis face à l'Iran, a correspondu à une défense des intérêts saoudiens qui se sentaient menacés aussi bien par l'Union soviétique qu'ensuite par l'Iran, et puis l'État islamique qui avait été très largement au départ sponsorisé par l'Arabie saoudite contre ce que l'Arabie saoudite ressentait comme une prise en main par les chiites de l'Irak. C'est la 4e fois donc en 2 siècles que l'Arabie saoudite suscite la violence politique, la violence wahhabite, la violence salafiste, et qu'elle l'instrumentalise, mais qu'elle échoue systématiquement à en contrôler les développements et les effets pervers, puisque ça finit par se retourner contre elle et contre ses alliés, et qu'elle ne trouve son salut que dans l'intervention armée de puissances étrangères, en général non arabes et non musulmanes, qui doivent ensuite supporter le poids militaire, le poids financier de cette intervention, la responsabilité morale et la culpabilité de ses conséquences, et le soupçon évidemment sans cesse recommencé de mener une croisade contre l'islam, ce qui nous amène, nous, à avoir des réactions au sein de nos propres sociétés. Alors on peut faire semblant de regarder ailleurs pour des raisons d'opportunité économique ou diplomatique, comme on l'a fait pendant des années pour le Qatar. Bon, je n'ai pas à en juger, c'est le problème de nos dirigeants démocratiquement élus. Mais il serait quand même dangereux pour des professionnels ou pour des gens qui réfléchissent d'ignorer ou de nier le phénomène. Et il serait totalement vain, dans ces conditions, de prétendre inventer des martingales infaillibles pour neutraliser la violence salafiste en s'attaquant à ces financements, et ces financements qu'on ne veut pas voir et contre lesquels, en fait, on ne veut pas lutter. La lutte contre le financement du terrorisme implique d'abord de définir le terrorisme lui-même. Force est de constater que c'est bien d'être le cas. C'est bien loin d'être le cas. C'est loin d'être un problème de sémantique ni de philosophie.
car définir ce qu'est le terrorisme est un préalable à l'identification de ses géniteurs, de ses instigateurs, de ses financiers, de ses idéologues, de ses propagateurs et enfin de ses exécutants. On ne peut pas faire l'économie de l'impasse sur cette question. Cela implique aussi l'étude des raisons géopolitiques qui avaient présidé à la montée en puissance de ce phénomène, aujourd'hui transnational, tout en précisant que comprendre n'est pas excuser ou pardonner, loin de là. Il va de soi que l'absence d'une définition rigoureuse de ce phénomène rend la lutte contre le terrorisme moins efficace. Elle ouvre la voie à une politisation, à une instrumentalisation contre-productive, comme on l'a vu depuis une dizaine d'années. Les exemples ne manquent pas. Contentons-nous de deux cas les plus criants, les plus emblématiques, les plus instructifs, l'Afghanistan et la Syrie. On se rappelle comment un certain Ronald Reagan, alors président des États-Unis, avait qualifié les pères fondateurs d'Al-Qaïda, il les a qualifiés de combattants pour la liberté. Quelques 20 ans avant le 11 septembre, parce que leurs fils et leurs descendants ont perpétré cet attentat. Et les terroristes syriens, on sait comment on les a appelés. On les appelle aujourd'hui, certains continuent à les appeler, d'opposants modérés. Mieux encore, on a eu droit dernièrement à Riyad, capitale du royaume wahhabite, dont la doctrine arme idéologiquement et politiquement la quasi-totalité des mouvements terroristes dans le monde, à un spectacle surréaliste, tragicomique. Voilà en effet un pays qui a présidé à la naissance d'Al-Qaïda en Afghanistan, avec la complicité active de la CIA, qui, dans son djihad contre le communisme, va jusqu'à armer et financer les contras au Nicaragua, qui, à travers sa guerre d'agression contre le Yémen voisin, contribue à la multiplication de foyers terroristes dans ce malheureux pays, qui finance et arme de nombreuses organisations armées islamistes en Syrie. Voilà, ce pays se présente aujourd'hui comme le commandant en chef d'une coalition musulmane dite antiterroriste. Il manquait à cette messe le Qatar, qui n'a pas voulu ou n'a pas pu y assister, car 4 pays membres de cette coalition dite antiterroriste, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte, l'avaient, il y a quelques mois auparavant, accusé de soutenir le terrorisme et l'avaient ostracisé, lui imposant un implacable blocus économique, politique et humain. Cette guerre entre soutien avéré du terrorisme, sous les yeux amusés et intéressés des États-Unis, aura, il faut s'en réjouir, des retombées positives sur l'éclatement de la vérité quant au financement du terrorisme, dont on veut lutter contre. Hier, complices et alliés, ils en sont arrivés à déballer devant le grand public leur fait d'armes en matière de financement de terrorisme. Voici ce que l'ancien Premier ministre du Qatar a révélé dans une émission de 90 minutes, non pas sur la chaîne Al Jazeera, mais sur la chaîne publique qatari elle-même. Je cite: « Dès que les événements ont commencé en Syrie, je suis allé en Arabie saoudite rencontrer le roi Abdallah. Cela fait suite aux consignes de son Altesse le Prince Père, il veut dire le prince Hamad qui n'est plus le prince actuel. Je lui ai dit, ça se passe comme ça en Syrie. Il m'a répondu, nous sommes avec vous, continuez, occupez-vous de cette affaire et nous nous coordonnons avec vous. Mais vous prenez l'affaire en main. » Je cite l'ancien Premier ministre qatari. Et nous l'avons prise en main. Je ne veux pas donner des détails. Nous avons des tas de documents et de preuves sur ce sujet. Tout ce qui partait en Syrie allait en Turquie en coordination avec les forces spéciales américaines. Toute distribution se faisait par les forces américaines. Les Turcs, nous-mêmes et nos frères syriens, de tous les militaires, étaient présents. Et tous les militaires étaient présents. En parlant des Syriens, c'est-à-dire les opposants, les Syriens modérés.
bien sûr. Il y a eu peut-être une erreur, c'est toujours lui qui parle, quand on a soutenu tel ou tel groupe. Mais Daesh, ils exagèrent là, un peu. Y aurait-il eu une relation avec Al-Nusra? Peut-être. Au nom de Dieu, je ne sais pas. Mais je dirais, même s'il y a eu, lorsqu'on nous avons reçu l'ordre, entre guillemets, qu'il faut arrêter de soutenir Al-Nusra, nous avons arrêté de le soutenir. Et on s'est concentré sur la libération de la Syrie. Voilà. Nous nous sommes disputés la proie. La proie, c'est la Syrie, en son jargon. Et la proie nous a échappé. Et nous continuons notre dispute. Maintenant, Bachar al-Assad est là, en Syrie. Bon, maintenant, vous dites que Bachar reste. OK, nous n'avons pas d'objection, sauf que la Syrie est un champ de ruines où il y a tous les groupes possibles, imaginables de terrorisme, etc., etc. En Syrie, le Qatar était l'acteur principal dans la crise avant que les Saoudiens ne tentent par la suite de monopoliser le dossier. En Libye, le Qatar s'est retrouvé en concurrence avec les Émirats qui soutenaient un autre groupe armé. Résultat des courses, il y avait trop de cuisiniers, le plat a été gâché. Voilà, ça c'est l'analyse et les aveux de l'ancien Premier ministre qatari. Les plus hauts responsables américains ne démentiront pas l'ancien Premier ministre qatari. Dans un long article Testament paru dans le mensuel américain The Atlantic en 2016, sous le titre The Obama Doctrine, la doctrine Obama. On apprendra ainsi que 2 mois après avoir renoncé à des frappes contre la Syrie, le 30 août 2013, pour la punir d'avoir eu recours, selon lui, aux armes chimiques, Obama autorisera l'envoi de 15 000 missiles anti-chars, TOW, vers l'Arabie saoudite. Charge à Riyad de les faire parvenir à des groupes d'insurgés syriens agréés par Washington. La plupart finiront dans les mains de Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire l'émanation syrienne d'Al-Qaïda, ce qui finira par convaincre Obama de l'inanité d'intervenir dans le conflit syrien. La France, sous Hollande, n'a pas été en reste. Elle a également contribué à financer la soi-disant opposition modérée dès le début du conflit. L'affaire Lafarge, où des lampistes ont été condamnés, n'est qu'une goutte d'eau. Le président lui-même le revendiquera dans le livre Confidence des 2 journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Un président ne devrait pas dire ça. Le président Hollande confirmera ces informations dans une interview au Monde, puis dans une déclaration devant la presse française. Je cite, « Nous ne devons pas relâcher le soutien que nous avions accordé à ces rebelles, qui sont les seuls à participer à l'esprit démocratique », a déclaré le président français devant la presse lors d'un déplacement dans le sud de la France, avant de préciser que la France ne peut pas le faire seule, et ça se fait en bonne intelligence avec l'Europe et les Américains. Rien ne sert de s'étendre sur ces secrets de Polichinelle. Les horribles attentats qui ont frappé la France et l'Europe, et dans une moindre mesure les États-Unis à partir de 2015, ont créé un choc salutaire, mais insuffisant. Une stratégie de lutte globale et multidimensionnelle contre le terrorisme n'est pas encore en place. Les relations avec les pays exportateurs de terrorisme n'ont pas été revues en profondeur. On continue à exporter des armes de plus en plus sophistiquées vers ces pays qui serviront non pas à assurer leur propre sécurité, mais à alimenter des guerres extérieures, dont la guerre contre le Yémen et demain peut-être contre l'Iran. La politique étrangère française, colonisée depuis 20 ans par l'idéologie néo-conservatrice, qui croit encore aux vertus du régime change et de l'exportation de la démocratie par les tapis de bombes, devrait renouer avec ses principes fondateurs, qui avaient fait sa gloire, à savoir
l'indépendance, la non-ingérence, la justice et le respect du droit international. Une telle diplomatie basée sur la coopération entre États souverains est la mieux armée pour lutter efficacement contre le terrorisme. Vous avez abordé le problème en Syrie. Moi, je me suis toujours posé d'ailleurs une question en Syrie. Daesh exportait du pétrole et différentes autres choses. Et ensuite, on ne savait pas trop qui achetait ce pétrole. Bon, il a été question du fils du président Erdogan, turc. Bon, c'est très simple. Les policiers et les juges qui se sont intéressés à cette affaire se sont retrouvés en prison. Donc maintenant, on n'en parle plus beaucoup. Mais je répète aussi un petit peu ce que je disais en introduction. Donc on lutte pas contre vraiment un phénomène de combat, mais on lutte contre des idéologies et une idéologie mortifère qui est en ce moment le salafisme djihadiste. Mais imaginons qu'il disparaisse demain, le terrorisme sera un moyen employé par d'autres idéologies qui pourront l'aborder. Parler du salafisme ou du wahhabisme aux musulmans de France, il y a une trentaine d'années, personne ne savait ce que c'était. Bien, donc on a eu une prise de contrôle de l'islam global, et une tentative de prise de contrôle de l'islam global, et en particulier de l'islam de France, par le wahhabisme, qui s'est traduite. Nous, on l'a eu en France depuis les années 70. Les Belges, c'est depuis 1958, depuis que, au cours de l'exposition universelle de Bruxelles, quand il y a eu un incendie dans un grand magasin, il se trouvait que le roi Ibn Saoud était là en visite officielle. Il a pris son chéquier pour les victimes de l'incendie du magasin Innovation de Bruxelles. Et en échange, le roi Baudouin a concédé à l'Arabie Saoudite le monopole de l'encadrement de l'islam en Belgique. Bon, on en mesure aujourd'hui le résultat avec Sharia for Belgium, etc. Voilà. Alors, oui, votre question est bonne, c'est qui finance le salafisme et le wahhabisme, enfin l'extrémisme politique islamiste? Ben, on le sait, on le sait. Moi, ce qui m'intéresse, en revanche, et j'ai essayé de l'évoquer, j'y ai fait une allusion tout à l'heure, c'est tout le système cyber qu'on attribue à Daesh, et dont on me dit « Ah, mais ils font ça depuis Raqqa, tiens, mon œil !» Parce que pour pouvoir mettre en œuvre des systèmes de la qualité, parce que c'est quand même une propagande de grande qualité, d'ailleurs, moi je risque la prison pour ça, puisque je sais que c'est criminalisé maintenant, la consultation régulière des sites djihadistes est criminalisée en France, donc merci de m'apporter des oranges avec Gilles Kepel, Olivier Roy, tout ça, parce qu'on les regarde à peu près tous les jours, donc je fais attention à pas me faire piquer. C'est un truc d'excellente qualité qui suppose qu'on a un accès régulier à l'électricité, qu'on a des serveurs qui sont assez importants, bien refroidis, enfin tout ce que vous voulez, et qui nécessitent un substrat technologique important, qui clairement, et je connais bien la zone pour y avoir vécu pas mal de temps et pour y être retourné il n'y a pas si longtemps, ça n'existe pas, ça entre le Tigre et l'Euphrate du côté des Rezor ou Kamal, c'est pas vrai. Alors, je suis un peu surpris que monsieur Alexander, puis son successeur de la NSA, qui sont capables d'aller voir quelle marque de pizza commande Angela Merkel, sont infoutus de savoir d'où ça émet, ça. Bon, j'aimerais qu'on m'explique, parce que moi je suis pas très geek, je suis de la génération d'avant, mais enfin je me dis que si on est capable de savoir quelle pizza commande Angela Merkel, on devrait savoir d'où viennent et par où passent ces circuits. Or, systématiquement, là je vois tout le monde lever le bras au ciel en me disant « Ah, mais mon pauvre monsieur, c'est beaucoup trop difficile, c'est pas traçable, ils ont des pare-feux, des trucs, des machins. » Oui, enfin ça les gêne pas beaucoup pour d'autres choses, voilà. Donc ça m'intéresserait de savoir d'où ça vient. Mais là, je laisse la responsabilité à ceux qui sont en charge. Moi, vous savez, je suis à la retraite, je danse. Donc, pour les Américains, l'idée de faire l'économie de la violence salafiste par un contrôle islamique, et c'est en ce en quoi d'ailleurs, aussi bien au niveau de la Commission européenne que au niveau américain, on a encouragé les frères musulmans en se disant « Ah, voilà des chrétiens démocrates à la sauce musulmane ». Bon, ce qui prouve une ignorance totale de l'histoire par ces gens-là. C'est un mouvement néofasciste, les frères musulmans d'ailleurs. Cousin du. C'est des salafistes, donc c'est une des branches du salafisme.
Je rappelle quand même que les Allemands avaient, pour les frères, à la demande des frères musulmans, créé 3 divisions SS, hein, Kamar, Anchar et Skanderbeg, pendant la guerre de 40. Il y avait eu une proximité énorme entre les frères musulmans et l'Abwehr et les nazis. Bien. Mais bon, ça, l'histoire, on l'oublie assez facilement, surtout aux États-Unis où on ne l'enseigne pas. Donc, l'idée d'une société régie par des règles de Dieu, ça convient parfaitement aux Américains, et les frères musulmans, qui étaient la seule organisation transnationale islamique bien organisée depuis 1928, eh ben, ça leur a paru un relais très utile pour encadrer des sociétés arabes qui savaient plus trop dans quelle direction aller, et en particulier, elles risquaient d'aller dans une direction démocratique qui ne serait pas forcément favorable aux intérêts américains. Donc il fallait quand même fermer un peu ça. Il se trouve que ça rentrait parfaitement en accord avec ce que souhaitaient les alliés américains de la péninsule arabique, c'est-à-dire la démocratie, oui, mais à condition que ça donne les résultats que nous voulons, hein, comme nous on l'a fait aussi. Hein, quand on a exigé des Palestiniens qu'ils fassent des élections libres, etc., pas de bol, ça donne le Hamas à Gaza. Alors là, on dit non, ça va pas, ça, c'est pas de la démocratie qu'on veut, nous. Hein, pareil en Algérie, on a fait des élections qui se sont passées normalement en 91. Ah ben zut, c'est les islamistes qui sortent. Puis pareil en Égypte. Bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris conscience, nous, que notre système démocratique fondé sur des sociétés individualistes, one man, one vote, et ben dans des sociétés communautaristes, divisées sur le plan communautaire ou ethnique, et ben c'est la communauté la plus importante qui gagne. Et c'est ce que vous dit Hassan Nasrallah quand vous discutez avec lui de démocratie et de laïcité. Il vous dit j'achète votre truc là, one man, one vote, je suis président de la République. Hein, et je sors de cette connerie du pacte national de 1936 où c'est nécessairement un chrétien maronite qui est président de la République, un chiite qui est président de l'Assemblée nationale et un sunnite qui est président du Conseil. Et si on fait one man, one vote, il n'y aura plus que des chiites. Hein, le président, le Premier ministre, le patron de l'Assemblée, ce sera chez nous. Ce sera Hezbollah partout. On n'aura même pas besoin de se justifier puisque ce sera démocratique. Et c'est bien le problème qui s'est produit en Irak aussi, où quand le proconsul Bremer américain arrive, bon, Saddam Hussein, on peut en dire tout ce qu'on en veut, c'était une crapule et un tortionnaire. Mais il avait réussi, grosso modo, à coup de trick, hein, à éliminer les divisions communautaires de son pays. Les Américains arrivent en disant, bon, alors, il y a combien de chiites, il y a combien de sunnites, il y a combien de kurdes, on va refaire au prorata des communautés. Et on va vous faire des élections one man, one vote. Bah, paf, c'est les chiites qui ont gagné. Du coup, catastrophe pour les Saoudiens. Hein, où l'axe chiite commence à se créer. Bon, bah, je crois que Mohamed Ben Salman a bien compris les codes de communication qui existent en Occident et qu'il faut, si on veut avoir l'aide de l'Occident, il faut lui présenter un visage et un profil tout à fait avenant. Donc on commence par autoriser les femmes à conduire, ce qui est quand même on l'admettra, la pointe d'argent du libéralisme et de la modernité. Bien que je rejoigne Pierre Conessa quand il dit d'accord, on les autorise à conduire, mais elles vont apprendre comment, hein, parce qu'il n'y a pas de monitrice, voilà, et on va quand même pas faire asseoir un moniteur à côté d'une femme dans une voiture. Bien, non, il a parfaitement compris, et on le voit à travers tous les documents de propagande qui sont en train de sortir, que s'il voulait serrer les boulons en interne, fallait qu'il présente une figure avenante aux Occidentaux, sinon il allait se faire jeter. Il y a quand même un gros problème là de succession et un gros problème de gestion familiale, puisque on passe de la succession adelphique qui était normale dans la famille à une succession par ordre de primogéniture, ce qui est quand même pas tout à fait dans la tradition des tribus arabes. On assiste surtout à une quasi-élimination de la branche touaïjri de la famille saoud, la branche de la famille, celle du roi Abdallah, de feu le roi Abdallah, qui était quand même la plus ouverte sur le monde et la plus prête à un confidence building system avec l'Iran. On assiste à un repli de la famille saoud sur son noyau dur, avec les techniques de communication du XXIe siècle qui font que on va vous faire des beaux dépliants pour vous montrer comment ça va être beau chez nous dans 30 ans. Hein, avec les magnifiques immeubles, les pelouses, comme dans la chanson de je sais plus qui, là, il voulait voir pousser le gazon.
Bon, tout ça c'est joli. Les hommes d'affaires, en particulier européens, achètent ça en se disant ah voilà les milliards de dollars qui vont tomber. On vous annonce qu'on va vendre un petit bout de la Ramco, ça va faire 2000 milliards de dollars sur le marché financier. Tout le monde se précipite évidemment, comme les mouches sur le pot de miel. Tout ça ne fait en fait que recouvrir une remise en ordre extrêmement brutale en interne, parce qu'il y a 50 princes qui sont assignés à résidence dans un très bel hôtel, mais ça cache aussi les quelques milliers de personnes qui ne sont pas en résidence dans un bel hôtel, hein, qui sont dans des culs de basse-fosse. On est en présence là actuellement, à Riyad, on est en présence d'une contre-révolution. Ou d'empêcher une révolution, puisqu'on est dans un pays, maintenant l'Arabie Saoudite, où on est dans une situation de la France dans les années 1760, avec une noblesse qui ne justifie plus de ses privilèges, un clergé qui est l'alliance du sabre et du goupillon entre la famille et le clergé, les oulémas de la Mecque et de Médine, et puis un tiers-État, parce que la richesse pétrolière a généré une classe entrepreneuriale majoritairement d'origine étrangère, yéménite, levantine, etc., qui fait tourner la boutique et qui n'a pas d'accès au pouvoir et qui le réclame. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que parmi les 15 terroristes saoudiens du 11 septembre, ce sont tous des fils d'entrepreneurs majoritairement yéménites. Et Ben Laden l'étant lui-même, hein, c'est-à-dire de jeunes qui sont de familles qui font tourner la boutique économique saoudienne et qui n'ont aucun accès au pouvoir. Et ça, c'est une contradiction qu'il va bien falloir régler dans ce pays, sur laquelle Mohamed Ben Salman est en train de serrer les boulons pour essayer de sauver les derniers meubles de la famille, mais qui risque quand même de mal se terminer. Évidemment, concernant les ressources, les organisations terroristes ont toujours besoin de ressources. Mais 3 choses sont en train de se passer. La première chose, c'est que les organisations terroristes, mais notamment l'État islamique, se sont montrés capables d'opérer une prédation de grande ampleur sur un territoire, sous contrôle. Initialement, un butin de guerre, le trésor de la Banque centrale de Mossoul, mais tout ce qu'elles ont pu capter en s'installant sur le territoire, et puis ensuite des prédations continues, mainmise sur les ressources du sous-sol, et au premier chef le pétrole, impôts et taxes prélevés sur l'économie et sur les populations, contrebande et trafics en tout genre. Et ça leur permet à ces organisations d'alimenter en flux la trésorerie. Alors certes, à mesure que l'État islamique a perdu le contrôle de ses puits de pétrole, elle a vu ses ressources chuter drastiquement, mais tout de même, alors que les frappes de la coalition s'étaient intensifiées, des rapports semblent établir qu'elle était en capacité de générer encore jusqu'à $1 million par jour. Alors, évidemment, le problème quand on ponctionne comme ça excessivement un territoire, le risque en est l'appauvrissement, par épuisement. Mais l'État islamique a vite appris, et malgré sa débâcle militaire, elle a était en capacité d'investir dans l'économie locale et légale, notamment en Irak, et des rapports font état d'investissements dans des secteurs, les hôtels, distributeurs alimentaires, petites sociétés pharmaceutiques, bureaux de change, même hôpitaux. Et on voit là un parallèle assez frappant avec la logique mafieuse. Parce que c'est exactement ça le mode des mafieux qui, en recyclant les fonds blanchis dans l'économie locale, utilisent le tissu productif légal d'une part à des fins de blanchiment, mais aussi pour tisser des liens subversifs entre crime organisé et économie locale, ce qui est un moyen de renforcer leur emprise sur le territoire. Donc la question qui se pose à nous, évidemment, c'est quel sera le prochain ou les prochains territoires et quelles prédations pourront y être exercées. Et en choisissant des implantations dans des régions où les États sont faibles et parfois faillis, les organisations terroristes maximisent leurs chances de tirer des sous-sols, des populations, de l'économie et du commerce, des trafics également, des ressources financières stratégiques nécessaires à leur survie, voire à leur expansion. On pense évidemment au Sahel, la BSS a été mentionnée, zone stratégique pour l'Europe et pour la France. Le business des rançons a permis aux djihadistes locaux de se constituer un trésor de guerre, le butin de guerre dont je parlais, mais surtout, il serait reparti depuis 2016. Et plus grave, c'est que
l'on observe vraiment le déploiement de logiques opportunistes pour capter une part des revenus de l'économie locale, les ressources agraires et halieutiques, le commerce, par la taxation et ou la prédation. La deuxième question qui a aussi été soulevée dans les questions, c'est quid de l'espace cyber? On connaît et on a vu la maîtrise et l'habileté de l'État islamique en matière de contrôle des réseaux sociaux et de diffusion de sa propagande, y compris en recourant aux subtilités du social engineering. On peut imaginer que les prédations financières et le cybercrime puissent être utilisés à des fins de financement du terrorisme. Et on voit donc à quelles difficultés se heurte la lutte contre le financement du terrorisme avec ce paradoxe. Par rapport à l'époque Al-Qaïda, on est à la fois dans une relation plus forte et plus symbiotique au territoire, source de ressources, et face aux défis de l'espace dématérialisé du cyber. Et dans les deux cas, nos États sont largement impuissants. Sur les territoires, parce qu'ils sont situés dans des États à gouvernance très défaillante, et sur le cyber, parce que pour l'instant, la régulation et la répression éventuelle sont encore largement inexistantes. Je rejoins sur la réflexion internationale. Nous avons mis en œuvre dans le code pénal la totalité des normes qui définissent le financement, parce que la définition du terrorisme, on la cherche, mais bon, on la trouve quand même assez facilement dans les conventions, conventions des Nations Unies ou dans les textes de l'Union européenne, même dans les textes du Conseil de l'Europe. Mais en matière de financement, alors là, c'est d'équerre. On a même des précisions sur les méthodes, et on aura bientôt, d'ailleurs, la directive de l'Union européenne, il y a une 4e proposition de directive qui va être mise en œuvre, et on trouvera le bitcoins, dont on parlait tout à l'heure, etc., et tous les modes de paiement. Donc vous avez tout ce qu'il faut en matière de texte. Ce qui compte, c'est l'effectivité de ces textes, c'est-à-dire l'enclenchement de la coercition, c'est-à-dire, pour être clair, quand est-ce qu'on interpelle. Voilà. Donc, en matière de financement du terrorisme, on a cette définition du financement que vous retrouverez, mais c'est très simple, je ne vais pas vous appesantir là-dessus. Vous lisez le code pénal, et les articles 421. Non, mais c'est très simple à lire. Et c'est intéressant de savoir. Écoutez, on parle au moins, faisons un acte intelligent. Arrêtons d'écouter sur le terroriste, y compris moi. Lisez le code pénal. Vous avez une quinzaine d'articles, 421, et vous avez la définition des actes de terrorisme. Voilà. Vous imaginez bien que les enjeux de tout ça, c'est des enjeux d'effectivité. C'est est-ce que l'on décide vraiment d'appliquer la loi? Voilà. C'est une question volontaire du volontarisme juridique. Alors ça passe par une personne actuellement, il ne faut pas se cacher, c'est le procureur de Paris. Mais bon, le procureur de Paris discute avec lui-même, puisqu'il a un parquet. Mais lui, et c'est lui seul, qui décide de la poursuite. On est dans l'impérium du procureur de la République, dans le procureur de la République. Et je parle, là, je le sais, devant quelques magistrats, ce n'est pas un substitut du procureur, ce n'est pas un vice-procureur, ce n'est pas un procureur de la République adjoint qui va décider au fin du fin, dans ces domaines-là, les poursuites, c'est le procureur. Je pourrais vous dire encore beaucoup de choses, mais il faut que je conclue. Et en propos conclusif, alors, est-ce que ce sont des enjeux limités en matière d'incrimination, des enjeux d'effectivité, en matière de règles de procédure, des enjeux de cohérence et en matière d'organisation, des enjeux stratégiques pour remettre à un niveau décisif l'autorité judiciaire de poursuite? Est-ce que ce sont des enjeux limités? Non, ils sont limités. Ils sont limités dans le champ infractionnel. On n'a pas besoin d'en rajouter. Mais par contre, ce sont des enjeux déterminants dans le contre-terrorisme. Le contre-terrorisme, ce n'est pas simplement savoir tout du terrorisme, c'est après savoir beaucoup de choses, s'en servir pour le frapper. C'est ça la coercition de l'autorité judiciaire. Il faut bien voir 2 ou 3 choses extrêmement concrètes quand on parle de lutte contre le blanchiment, quand on parle de lutte contre le financement du terrorisme, comme d'ailleurs quand on parle de lutte contre la corruption. C'est quand même extraordinairement neuf dans le paysage. Pour un établissement bancaire, comme pour une société d'assurance ou une maison de gestion, ces préoccupations-là sont vraiment arrivées sur le bureau avec un certain nombre d'affaires dans les années 90, mais disons essentiellement dans les années 2000. Et je vais simplement vous donner 2 ou 3 chiffres. Les gens qui s'occupaient de ces sujets, ça se compte pratiquement sur les doigts de la main ou avec quelques dizaines dans les grands établissements financiers mondiaux dans les années 90.
Citigroup, aujourd'hui aux États-Unis, la compliance, la conformité, etc., etc., et la lutte contre le financement du terrorisme, c'est 30 000 personnes. Probablement que BNP Paribas, aujourd'hui, la direction de la conformité, les gens chargés de blanchiment, antiterrorisme et tout, on est probablement à 8 ou 9 000 personnes. Et le point où je voulais en venir, c'est comment ça se passe. Que ce soit sur éviter de financer des organisations terroristes, éviter de participer à des obligations de blanchiment, etc., à des opérations de blanchiment. Ben, tout simplement, ça se passe sous l'égide de ce monstre qu'on appelle la compliance ou la conformité. On a sorti en fait des tombereaux de documents, et quand vous êtes dans la conformité, vous passez des journées entières à cocher les cases. Et à partir du moment où toutes les cases sont cochées, il faut bien voir de quoi il s'agit. Il s'agit de l'absence totale de responsabilité des dirigeants ou du service concerné qui pourra dire « Ah, la direction de la conformité avait coché toutes les cases, donc ma responsabilité ne peut plus être mise en cause. » Alors, l'employé de la conformité aujourd'hui, il coche des cases, il a des systèmes. Ces systèmes, quand même, sont supposés traiter des millions, voire dans certains cas, des milliards d'opérations dans l'année. Et les systèmes sont supposés lui dire « Ah, là, il y a un voyant, il y a quelque chose qui se passe mal. » On est dans la bêtise du système. Alors, je ne peux pas m'empêcher, quand je dis cela, de penser à l'introduction, et d'ailleurs au livre d'Alain Bauer et Xavier Hofer sur « La guerre ne fait que commencer », la bêtise de croire que le système de lui-même va rendre impossible des actions terroristes, je pense que c'est un vrai risque que nous courons sur ce sujet. Nous courons exactement le même risque quand nous pensons que multiplier les textes, rajouter de la loi aux lois, des règlements aux règlements, et encore plus de procédures aux procédures, enfin, nous tombons dans l'enfer du droit, dans l'idée que le simple énoncé de la règle est performatif. Du moment qu'on a dit qu'il fallait éviter ça, mettez en place les systèmes et ça sera évité. Ça marche jamais comme ça. Et ça marche jamais comme ça parce que je voudrais témoigner de la perplexité de quelques amis. Alors, directeurs de la conformité, je dirais des gens qui réellement ont conscience de ce qu'ils font et qui essayent d'améliorer les choses. Alors, leur perplexité est grande pour plusieurs raisons. Et désolé, là encore, si je dis des choses un peu désagréables. Leur perplexité est grande d'abord parce qu'ils ont régulièrement, dans différents cadres que certains d'entre vous doivent connaître très bien, des réunions d'information, des sessions de formation obligatoires. On leur dit, voilà, ne soyez pas complices, luttez contre. Ils ont une première réaction qui est « c'est très joli de lutter contre la présence d'espèces dans l'économie, mais enfin quand on sait que du terrorisme low cost, c'est fait avec 500, 1000, 2000 euros, ça pose quand même un problème d'interdire la circulation de tout billet de banque au-dessus de 5 euros. Et on va finir par en arriver là. » Leur deuxième perplexité à ces gens chargés de la conformité, elle est d'une toute autre nature. Ils lisent tout ce qui se publie sur les hybrides, petite délinquance, grande délinquance, terrorisme. Ils voient passer des choses qu'ils trouvent quelquefois bizarres sur le financement d'écoles, sur le financement de lieux de culte, sur le financement d'associations, etc. Mais quel n'est pas leur grand étonnement de constater qu'en général, ça, en revanche, c'est fait selon toutes les règles et c'est fait en conformité absolument rigoureuse. Alors, je pourrais un tout petit peu en parler parce que dans des temps d'illusion féconde, j'étais un peu dans les structures qui ont été à l'origine vous savez, des financements islamiques en France. Alors à l'époque, je voyais beaucoup Hervé de Charette, je voyais quelques spécialistes de la question. Et vous savez qu'à l'époque, l'inspection des finances était extrêmement favorable. L'inspection des finances disait qu'il faut beaucoup développer la finance islamique, donc la finance charia compatible. Il faut beaucoup développer ça parce que c'est un critère de développement pour nos activités bancaires, c'est un critère de pénétration de nouveaux marchés, et puis on va pouvoir attirer des flux de capitaux qui, comme ça, au moins, n'iront pas en Suisse. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour avoir passé plusieurs années au Conseil français de la finance islamique, c'était assez intéressant ce qu'on voyait. En tête, vous aviez très beaux jeunes gens, des très belles jeunes filles, meilleures écoles, meilleures formations, tous grandes banques ou d'ailleurs grandes agences de rating. Et donc, je peux vous assurer que la totalité de ce qui était présenté était totalement légal et rentrait totalement dans tous les dispositifs de contrôle existants. Ce qui était un peu plus intéressant, parce qu'au bout d'un moment, on rencontre des gens, puis j'essaye d'avoir les yeux ouverts, au bout d'un moment, n'apparaissant jamais en public, n'apparaissant jamais dans aucune réunion, n'étant jamais aucune réunion à la direction du Trésor, etc.,
c'est un peu drôle, c'était moins des beaux jeunes gens et des belles jeunes filles, c'était un peu plus barbu, pour le dire ainsi. Et ça, ce qui était extrêmement intéressant, ce que je veux signaler, c'est que j'ai évidemment pas des sentiments précis. Vous aviez quand même l'impression de toucher à des choses qui pouvaient peut-être vite être un peu compliquées, ou en tout cas pouvait y avoir de l'influence, ou pouvait y avoir des prises d'intérêt, ou pouvait y avoir des prises de position, mais que, évidemment, pour le banquier et l'assureur soumis à la conformité, c'était absolument impeccable. Et je pense que c'est un second point, il est tout à fait banal, mais si on ne sait pas désigner l'ennemi, et désolé, mais si on ne sait pas discriminer l'ennemi, on peut arriver en rien. Ce n'est pas les grandes machines de la conformité qui vont faire ce travail-là à notre place. Puis il y a un troisième point, peut-être encore plus polémique, alors que voit très bien l'agent de la conformité, que voit très bien le compliance officer, parce qu'il est très au courant des sujets, par exemple, de l'extraterritorialité du droit américain, il est très au courant, par exemple, des affaires de différents investissements du Qatar, de l'Arabie Saoudite, mais aussi de combien d'autres pays. Il observe, certains ont été confrontés à des formes, je n'hésite pas à qualifier de soft terrorisme, enfin, les opérations qui ont conduit au rachat d'Alstom Energy, comment les qualifier autrement que comme des opérations d'intimidation personnelle, de menaces personnelles, et comment les qualifier d'incarcération dans certains cas sans motif. Et donc on arrive difficilement à ne pas parler dans ces cas-là de soft terrorisme. Le brave agent de la compliance qui a un peu l'œil attentif parce que sa banque y travaille sur tout ce qui se passe au hasard au Proche et Moyen-Orient, ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des rentrées d'argent où il est face à des dépôts d'argent qui, lui semble-t-il, correspondent assez bien aux opérations vertueuses conduites par les États-Unis et conduites par leurs alliés pour financer, par exemple, une opposition modérée en Syrie qui a fait monter le prix de la journée de mercenaires. Et finalement, il y a beaucoup d'argent, on n'est pas en millions de dollars, on est en beaucoup plus, qui ont été recyclés et qui n'ont pas été nécessairement recyclés chez les grands amis de la démocratie qui étaient les opposants de Bachar el-Assad. De la même manière, des gens un tout petit peu plus curieux qui travaillent en Europe de l'Est, touchés par les sanctions contre la Russie, ne sont pas sans se rappeler que la brave Victoria Nuland se fait gloire d'avoir dépensé à peu près 4 milliards de dollars pour avoir obtenu le changement de régime en Ukraine. Et toute banque qui travaille dans cette région du monde voit aussi affluer des capitaux de la part de gens qui lui semblent pas nécessairement extrêmement recommandables, mais alors je peux vous assurer, là encore, en toute conformité. Donc le sentiment est qu'on a des opérations armées dont certaines peuvent être considérées comme des opérations terroristes, réalisées non seulement en parfaite conformité, mais avec le soutien absolu de tout ce qui tourne autour de l'OTAN et nos grands amis américains. Le même chargé de la conformité, je vais m'arrêter là, il lui arrive de passer des vacances, ou il lui arrive d'être invité dans le cadre de sommets européens dans ces fleurons de l'Europe qui s'appellent Malte ou Chypre. Il constate que vous avez évoqué monsieur qui a quand même des maisons qui se vendent au prix de l'or. Il constate qu'il peut à peu près ouvrir un compte bancaire, expérience faite dans les pays baltes tout à fait récemment, il peut à peu près ouvrir un compte bancaire sans montrer grand-chose sur ce qu'il est et déposer des valises de billets sans que personne lui pose à peu près aucune question, que tout ça est dans l'Union européenne et que, pour le dire ainsi, alors il y a beaucoup de vieux jeunes gens et beaucoup de belles jeunes filles qui ont manifestement énormément d'argent et très peu de gens leur posent des questions sur l'origine de cet argent. Et nous sommes dans l'Union européenne, nous sommes même dans la capitale européenne de la culture. Les récents attentats, même si on va remonter beaucoup plus loin ensuite dans la démonstration, nous apprennent qu'à partir de 2012, on a un virage dans le modus operandi. Et donc, on voit apparaître, par rapport à ce qui se faisait avant, une importance de l'économie souterraine qui vient adosser des actions terroristes. Que ce soit le prosélytisme, que ce soit le soutien logistique, on y reviendra, mais aussi la perpétration des actes mêmes. C'est un souci majeur, mais sur lequel il y a des intérêts lucratifs énormes, des risques encourus zéro, et une répression à peine naissante. Donc cette économie souterraine va prendre une importance à partir de 2012 avec une nouvelle génération de djihadistes et surtout une multiplication à outrance des zones de djihad. Mohamed Merah, 2012, les ISAR, il apparaît comme parfait dans l'économie souterraine, trafic de stupes, vol, recel, rodéo et autres. Rien en ce qui concerne une radicalisation immédiate et au contraire, il adoptera une attitude tout à fait contraire.
Là, déjà, on voit que la clandestinité s'opère avec de très faibles moyens. Donc on est sous les écrans radars, il n'y a rien qui clignote. Les terroristes ont besoin de ne pas attirer l'attention des services et ont besoin par contre de revenus réguliers, constants, pour leurs besoins logistiques. Il faut louer des voitures, louer un appartement conspiratif, une cache, une cave, des planques, acheter quelque armement sous le manteau, mais au niveau droit commun, c'est le marché droit commun qui alimente dans les cités, un peu de produits chimiques pour faire du TATP et confectionner artisanalement ce qui va nous arriver, des faux papiers et bien sûr assurer la logistique voyage et le soutien aux clandestins puisqu'il y en a. Ces revenus sont donc liés dorénavant à des actions très discrètes. Ce sont des petites sommes mais qui se répètent. C'est lié à des trafics très réguliers qui font partie de la vie de la cité puisqu'ils sont commis sur des territoires isolés, tenus, et avec des populations, bien sûr, qui sont contrôlées. Ce sont des micro-sociétés, et c'est de là aussi que vient un petit peu le mal que l'on subit maintenant. C'est une dérive qui s'est constituée à travers des échecs de politique de la ville, à travers plusieurs gouvernements. Mohamed Merah était aux Isards, frère Kouachi basculé dans la drogue, trafic de Nike, cigarettes, comme Koulibaly. Tout ceci vient se doubler, comme vous vous en doutez, de fausses prestations sociales, faux prêts à la consommation, bien sûr. Ça, c'est en plus, c'est la circulation d'espèces et la récupération d'argent rapide qui permet d'en arriver là. On est donc sur des produits de première consommation, sur du produit de luxe aussi, mais qui se vend bien. On est dans des cités un peu interdites et on retrouve comme ça, à travers plusieurs cas, traités judiciairement, des gens qui avaient pour 50 000 € de faux parfums, arrivés de Turquie, de Chine, qui étaient assemblés en Turquie, qui revenaient par envers, qui étaient revendus. Les gens s'autoproclament imams en prison, refusent de faire une minute de silence pour les événements de Charlie Hebdo. Et on a comme ça des petits signaux qui clignotent de part et d'autre. On donne aussi... parce que je ne veux pas dire que tous les contrefacteurs sont terroristes et les terroristes sont contrefacteurs, non, mais on peut aider aussi directement des mosquées, la vie, je dirais, au quotidien de certaines familles dont certains sont emprisonnés. On peut également financer des actions humanitaires, des prisonniers, des imams. C'est ça aujourd'hui le petit flux qui vient nous poser problème lorsque la logistique prend un niveau, revêt un niveau très important. On est donc sur des méthodes de droit commun. On a parlé de criminalité organisée tout à l'heure. C'est exactement ça, sur des microtrafics avec des microfinancements très diversifiés et indétectables, intraçables, et qui sont conformes à la consommation liée à des actes de la vie quotidienne. Cette économie souterraine, bien sûr, elle se fait sous le manteau et sous les radars, dans un anonymat le plus complet, vous l'avez compris, tout est à ouf. L'impunité est totale et il y a une grande rapidité dans l'exécution. Internet et le Darknet viennent bousculer également tout cet état de fait qui déjà tient un décor assez important et vient alimenter tous les réseaux sociaux avec des fausses identités et autres. On est bien loin des supports étatiques, des puits de pétrole de Daesh, des banques irakiennes récupérées par Daesh, on est loin du trafic d'ivoire de Boko Haram, on est loin du trafic de commerce des biens culturels, bien sûr acquis illégalement ou pillés. Donc on est sur une analyse vraiment très différente et vraiment très pragmatique qui se déroule sur un territoire national où on a une politique pénale. D'autres pays ont la même chose, que ce soit à Barcelone, on a pu comprendre qu'il y avait des choses intéressantes, l'Europe est également touchée. Et donc il faut essayer de réagir pour mettre en place une politique de riposte, mais surtout de prévention intéressante. Alors des idées, il y en a. Il y a d'abord, bien sûr, un groupement, l'Union des fabricants, qui vient plaider sa cause, le Made in France, qui vient, grâce à des actions d'influence, durcir les peines d'emprisonnement et d'amende. C'est déjà une première. Mais d'autres actions sont bien sûr souhaitables. Je rejoins Michel Debac. On veut créer un parquet terroriste européen. D'abord, il faut en créer un en France, pour qu'il y ait une logique, qui soit spécialisée, qui soit là pour appliquer des circulaires ad hoc de la direction des affaires criminelles et des grâces, qui manquent beaucoup en l'espèce. Or, je
On sait bien qu'il n'y a pas de lien entre la politique et le parquet, mais il y a au moins des instructions qui sont données avec une richesse de détails pour expliquer comment on doit conduire une action publique de façon uniformisée sur tout le territoire national. C'est ça aujourd'hui ce qui manque. Une spécialisation, une sensibilisation des services spécialisés avec les magistrats, des points de contact également avec DNRED, Tracfin, police judiciaire, sécurité publique, gendarmerie, qui font un travail remarquable sur le terrain, Tracfin, tout ce qui est circulation de petites espèces, faux crédit à la consommation, contrefaçon, il y a des choses à faire. Il y a des choses qui n'ont pas été explorées. Il y a des formations d'experts dans chaque maison aussi, et des correspondants à mettre en place. Les GIRS peuvent jouer un rôle tout à fait fabuleux en liaison avec les parquets locaux. Il faut aussi appuyer sur cette connaissance parfaite des réseaux, parce que les terroristes se déplacent, échangent, avant même qu'on ait le temps de réagir. Les GIRS, ce sont les juridictions interrégionales spécialisées qui sont là pour lutter sur d'abord une task force régionale sur des sujets très précis comme la grande criminalité organisée et autres moyens. C'est là où on retrouve la non-justification de ressources. Bon, une trousse à outils fabuleuse. C'est de l'électronique en main. On a également, bien sûr, un renforcement des actions à faire sur le net, car les activités sont moins contrôlées, vous l'avez compris, les flux financiers partent. Il faut là aussi des saisines obligatoires de noms de domaine et les comptes PayPal qui y sont associés. Il faut montrer l'exemple et durcir, avec des liens avec les services de renseignement qui doivent s'ouvrir volontairement pour éclairer un petit peu le profil de tous ces individus. C'est quand même très important. Il faut uniformiser également l'application des sanctions sur les territoires, parce qu'aujourd'hui, on peut prendre 2 ans à Rouen et une convocation à Marseille. C'est ça aussi. Il faut également rendre effectives les sanctions, parce qu'on les prononce, mais souvent on ne peut pas les appliquer ou elles sont inapplicables car les individus sont partis. C'est ça aussi le quotidien des policiers, des gendarmes, des douaniers, des magistrats. Ce n'est pas parce qu'on a pris la bonne décision, enfin, qu'elle sera appliquée aussi. Il faut pouvoir également que les enquêteurs puissent avoir dans les maisons dédiées des responsables à qui poser des questions pendant le temps des gardes à vue, qui est très important parce qu'il peut vicier la procédure. Et si on veut savoir si ce sont des vraies contrefaçons, du parallèle, du copier et tout, il faut des gens qui puissent répondre le week-end, la nuit, au moment des interpellations, puisque les douanes, la police, les gendarmes arrêtent en temps réel tout ça. Enfin, il faut aussi une harmonisation européenne, mais on l'a déjà dit, sur les lieux de transit, de points de passage avant l'arrivée sur notre territoire national, et un renforcement des sanctions, bien sûr, parce que on est dans du forum shopping. Si en France on a une sévérité et qu'on peut aller en Suisse, par exemple, et faire des choses, il ne faut pas que le pays où la législation est plus permissive et plus tolérante puisse être le terrain de jeu de tous ces gens-là. Enfin, on a parlé, c'est vrai qu'il faut instaurer une vraie compliance au niveau des entreprises, des banques, pour éviter de tomber dans des pièges grossiers, malgré tout le carcan, je dirais, administratif. Il faut identifier les intermédiaires, l'origine des flux, où partent les prêts, quel est l'usage réel, un tas de petits détails de bon sens, mais qui fait pour un magistrat la charge de la preuve, parce que pour un service, il faut amener la preuve, la charge de la preuve. Il faut ensuite que ce soit décliné dans des procédures, mais qui soient fiables et non annulables par de savants avocats. Et enfin, il faut des juridictions de jugement qui soient accrochées également par toutes ces prescriptions. C'est là où aujourd'hui on a bien ce souci de cette économie souterraine. Les méthodes utilisées dans le crime organisé et le terrorisme sont les mêmes. Seule l'idéologie diffère, mais ils passent à travers les mailles du filet dans tous les cas. C'est là-dessus donc où il faut, comment dirais-je, traiter ces signaux faibles, ces flux financiers répétés, réguliers, mais qui peuvent donner des choses abominables, telles qu'on a pu les vivre. Il faut resserrer les mailles du filet. On ne pêche plus au chalut, il faut pêcher au harpon. Demander à Alain Juppé pourquoi il a fermé notre ambassade à Damas en mars 2012 et je dirais, essayons de déconstruire ce à quoi je faisais allusion dans mon introduction,
concernant la diplomatie économique de Laurent Fabius, qui nous a amené à signer moult contrats, pas toujours honorés du reste, avec des pays comme l'Arabie Saoudite ou d'autres, sans être très regardants par rapport aux engagements, aux conséquences et aux acteurs de ces contrats. Bon, après, effectivement, vous avez raison, la dimension politique est bien présente, mais là, c'est comme les trains, ça peut en cacher une autre. Je veux dire... Arrive maintenant l'heure des conclusions. Moi, il y a un élément que je souhaiterais, ça va être plus une ouverture qu'une synthèse, un élément qui me semble important de rappeler. On a évoqué tout au long de cette journée ce défi de la lutte antiterroriste. Alors, on est toujours pris entre deux points de vue. Est-ce que c'est une nécessité, mais est-ce que c'est une tarte à la crème ou une mission impossible? Et quitte à vous choquer, je ne peux m'empêcher de penser aux chiffres même, aussi froids et aussi scandaleux soient-ils. Nous sommes aujourd'hui, depuis le 11 septembre 2001, à 355 ou 357 victimes du terrorisme pour la France, c'est-à-dire citoyens français ou étrangers morts sur notre territoire ou citoyens français morts à l'étranger. Ce qui fait à peu près une moyenne de 22 décès par mois sur 16 ans. C'est trop, c'est scandaleux. C'est la plus petite cause de mortalité violente dans notre pays. Je vous rappelle que nous avons 25 500 morts violentes chaque année en France, 20 000 accidents domestiques, 4 000 accidents de la route, 1 600 homicides. Nous avons tous les ans 785 enfants qui meurent sous les coups de leurs parents, plus de 360 femmes qui meurent sous les coups de leur mari, 180 hommes qui meurent sous les coups de leurs conjoints, 40 victimes d'avalanche, 40 noyés et, en moyenne, 22 morts du terrorisme par an. C'est-à-dire 0,06% du nombre des morts violentes et 1,1% des homicides. Alors c'est trop, nous sommes tous d'accord. Derrière ça se posent deux questions, bien sûr celle du financement. Qu'est-ce que nous mettons comme moyen pour quelque chose qui est au bout du compte la plus faible cause de mortalité violente? Et puis se pose une deuxième question, celle de la médiatisation. Parce qu'effectivement, le but des terroristes n'étant pas tant de faire des victimes que l'on parle d'eux, nous accordons 95% de ce que nous faisons dans les médias à 0,06% des morts violentes dans notre pays. Ça n'excuse rien, mais il me semble toujours important d'avoir ce chiffre à l'esprit. Un deuxième aspect, on a évoqué aujourd'hui beaucoup d'éléments sur le financement du terrorisme. Il y en a d'autres. N'oublions pas que nous avons 10 000 princes saoudiens qui aujourd'hui, à titre personnel, sont susceptibles, pas tous, mais en grande partie, à continuer de financer le djihad, même si le gouvernement saoudien probablement ne le fait plus directement aujourd'hui. Nous avons aussi, le préfet Squarcini disait tout à l'heure, le trabendo, tous les trafics. Nous sommes soumis aujourd'hui en France à une triple menace islamique. Elle est terroriste, elle est, je le dirai dans un instant, ce sera notre prochain colloque, elle est liée à l'islam radical en entreprise, et puis il y a l'islam criminel entre les deux. La démarque inconnue dans les grandes surfaces, les taxes sur le halal, tous ces petits trafics sont autant de sources de financement. Alain Chouet évoquait ce matin les chiffres de l'attentat du 11 septembre. Le FBI a annoncé 343 000 $. Je suis comme toi, je ne sais pas d'où les trouve. D'autres sources ont dit 175 000 $. Donc on est de toute façon sur des chiffres extrêmement faibles, alors qu'on sait qu'un... Voilà, on sait qu'un dealer est capable de gagner 4 millions d'euros sur du trafic de drogue. J'ai la réponse pour la question. Le chiffre des 500 000, c'est celui qui figure dans le rapport de la commission parlementaire d'enquête, le chiffre officiel. Ah oui, américaine, oui. Voilà. Donc on est sur une mission quasi impossible. Un autre élément, et peut-être que Marie-Christine Dupuy-Danon me corrigera, vous évoquiez 3 à 5% d'argent sale dans la circulation, dans le PIB mondial. Moi j'entends, mais vous êtes plus spécialiste que moi, 5 à 7%. On sait aujourd'hui que 20% de la richesse privée mondiale est de l'argent sale. Et nous cherchons au sein de cet argent sale de l'argent terroriste qui est lui-même un microfinancement. Donc ça nous met dans une situation totalement impossible. Alors, il y a une expression qu'on n'a pas employée aujourd'hui, qu'on employait il y a quelques années, c'est celle de gangsterorisme. Effectivement, c'est qu'on est de plus en plus sur des logiques qui sont à mi-chemin du gangstérisme et du terrorisme. Et je pense que c'est peut-être, sans vouloir trouver un mot de la fin qui résume tout, la problématique numéro 1 à laquelle nous sommes confrontés, c'est comment empêcher effectivement quelques milliers de dollars qui servent à des attentats.